à tous et merci d'être là. Très contente de vous retrouver en ce mardi pluvieux sur Alger. Mardi 9 novembre, mesdames, messieurs, un mardi qui correspond avec la célébration de la fête ou plutôt de la journée nationale de l'artisanat. C'est pour cela qu'on a convié sur ce même plateau différents acteurs de ce secteur en particulier. En l'occurrence, une artisane qui viendra nous parler de son expérience, elle qui participe à une exposition destinée à promouvoir la dextérité de nos artisans à partir d'aujourd'hui. On aura le détail avec elle, cette artisane donc spécialisée dans la mosaïque et dans la création de bijoux. Et puis, nous aurons aussi le plaisir de retrouver notre invité du même secteur de l'artisanat, lui qui est jeune créateur et fondateur justement d'une start-up qui a donné lieu à une plateforme qui regroupe à présent des centaines d'artisans issus d'Algérie. Donc, on parlera de cette belle expérience avec ce jeune et dynamique promoteur. Donc aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de retrouver Monia Faïd dans la séquence d'archives qui est consacrée aujourd'hui au parcours exceptionnel de Jafar Bek, ce comédien, ce militant, humoriste, chansonnier et également comédien de la première génération, donc celle du siècle dernier. Donc aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de parler santé avec un nutritionniste qui mettra en valeur les vertus du café, mais également toute cette alimentation recommandée en cette saison hivernale. Bien sûr, nous terminerons par une séquence sport avec notre ami Sid Ahmed Bourayeb qui viendra nous donner le résumé de l'actualité sportive en cette matinale qui débutera comme d'accoutumé, mesdames, messieurs, par un point météo. Il sera signé Amel Aribi ce matin. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et par Amel. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. Bien réveillé? Oui, ça va. Ouais, ok, mais la pluie, la fraîcheur, vous êtes servis. Ah oui, je suis très contente. Ben, je vous assure que je suis tout aussi contente. Ah bah voilà. très bien. On en a besoin de toute retrouver la façon. pluie. Oui. Ah oui, oui, oui. Ben voilà, on a quand même donné un petit indice, mais le meilleur voilà reste sur les cartes. Donc c'est à vous de décoder voilà, cette carte qui m'est complètement... voilà, c'est vraiment du chinois pour moi. À part quelques soleils comme ça que j'arrive à... Oui, très timide, hein, un soleil timide. Hein. Très bien, alors que nous disent les cartes, Amel? Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des pluies assez marquées, parfois orageuses, sur une partie des régions ouest, également le centre et l'est du pays. À titre d'exemple de quelques wilayas, on aura Relizane, Tissemsilt, Alger Centre, Alger Centre bien sûr, Tipaza, Borj Bouariric, Sétif, Mila, où les quantités de pluie atteindront les 40 à 50 mm et parfois même les 80 mm sur le centre et l'est du pays, avec des vents assez forts sur les côtes centre. Et le ciel restera aussi passagèrement nuageux durant cette matinée vers les régions de l'ouest, avec des nuages bas de plus en plus denses sur l'ouest, accompagnés de quelques pluies, parfois localement assez marquées vers l'intérieur. Par contre, au centre, eh bien, on aura un ciel plutôt couvert, pluvieux durant cette journée, accompagné de quelques pluies vers l'intérieur et des flocons de neige durant cette matinée sur les sommets du centre. À l'est, toujours cette couverture nuageuse avec des pluies localement assez marquées durant la journée, des vents assez forts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pouvant atteindre les 60 km/h sur les côtes centre. La moitié sud, eh bien, le ciel restera aussi couvert sur la région d'Ilizy avec des pluies parfois assez soutenues et parfois orageuses, des passages nuageux vers le Nord Sahara et les oasis, ainsi partiellement voilé, l'extrême sud, le Gard et le Tassili. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux sur le sud-ouest, la Saoura et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, sont plutôt fraîches pour la saison. Un minimum de 9 degrés du côté d'Albeya, 10 à Fa, 16 à Alger, 19 Oran, 20 degrés à Tlemcen, 21 à Naba, 14 Tizi Ouzou, Constantine, 11 à Batna. Au sud, 19 degrés, Gardaya, Iskra, également Bécha, 25 à Tindou, 24 à Insalah, 20 degrés Ilizy, 26 degrés du côté de Tamanrasset et enfin 36 à 38 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une mer très agitée, très forte sur les côtes centre, sur les côtes ouest, mais agitée
sur les côtes est. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest de secteur sud-ouest, 50 à 60 km/h sur les côtes centre à 40 km/h sur les côtes est de secteur sud-est. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers la partie nord de l'Afrique. À Rabat, également N'Djamena, peu nuageux à Khartoum et Niamey, plutôt couvert à Tripoli avec de la pluie durant l'après-midi, nuageux à Tunis. Le mercure affichera 21 degrés à Rabat, 19 à Tunis, 23 à Tripoli, 32 au Caire, 27 la une occupée, 30 degrés à Nouakchott et enfin le maximum 39 degrés Niamey, N'Djamena. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée Obélis, Aïna Kuntum. Merci beaucoup Amel pour toutes ces précisions et ce voyage. Ah voilà, oui. j'ai bien aimé le voyage en Afrique. Ça m'a fait rêver. Ah, surtout l'Égypte, je pense. Ah bah toutes les destinations sont à vraiment prévoir et vraiment on en rêve. Hein. Oui. L'Afrique c'est beau à découvrir. Ah oui. Merci en tout cas de nous les faire un peu survoler à travers les cartes, c'est toujours ça. Bah si je la voie du salut, vous pensez à quoi? Je sais pas. Réa. Rien, ça me dit rien. Question piège de bon matin. Oui. Voilà. Mais enfin, je savais que vous n'alliez pas me répondre parce que en fait, c'est vrai que c'est une chanson qui gagnerait à être connue. Elle est de la voix de Men El Gharbi qu'on va découvrir tout de suite. D'accord. Voilà, c'était là Men El Gharbi qui chantait l'Algérie à sa façon. Dans ce titre, absolument à retenir, la voix du salut, un clip tourné dans les ruelles d'Alger, comme vous avez pu l'apprécier. Donc, mesdames, messieurs, on vous l'avait dit, on célèbre aujourd'hui la Journée nationale de l'artisanat. C'est pourquoi qu'on a le plaisir et vraiment on est ravis de recevoir aujourd'hui une artisane passionnée. Il s'agit de Madame donc Zineb Baramoussa Gessal qui est ici présente. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous représentez toute la corporation des artisans aujourd'hui sur notre plateau. On peut dire ça. Voilà, mais vous participez également à un événement qui ouvre le bal pour la célébration de cette journée. Donc vous pouvez peut-être nous en dire un mot. Tout à fait. Donc c'est la journée de l'artisanat et l'association Fenoua Asala, dont je suis membre du bureau. Donc nous avons demandé au Bastion 23 de pouvoir exposer ces 3 journées. Oui. Donc le 9, le 10 et le 11, nous exposons de 9h jusqu'à 16h Oui. nos travaux. Et nous sommes à peu près 18 artisans. Très bien. Ça va de la bijouterie, du crochet, de la céramique, enfin un peu de tout. Voilà. Un peu de tout. C'est une manière de promouvoir un peu la dextérité de chacun d'entre vous. Hein. Vous êtes Exactement. un groupe de passionnés. Vu que pendant 2 années, nous Oui. n'avons pas travaillé, il n'y a pas eu d'exposition avec la pandémie et tout. Donc là, ça commence et ça un petit peu. Oui, c'est un espace très agréable qui va certainement vous inspirer, à inspirer aussi le public à venir vous rejoindre et découvrir ces belles œuvres, ces Oui, ouvrages. puis c'est un monument historique, donc il y aura pas mal de gens qui ne connaissent pas le Palais de Raïs. Donc c'est d'une pierre deux coups de Voilà. découvrir l'architecture, le patrimoine et les exposants, enfin les travaux des exposants. L'artisanat qui aussi puise dans ce patrimoine, qui puise aussi dans cet ancrage Oui, ancestral, tout à ce fait. legs. Oui. Parce qu'il y a des gens il y a des artisans en poterie, en céramique, en zellige, donc ça va avec Ça va, c'est l'architecture. vrai, Oui, tout à fait. l'architecture. Même moi, je fais des petits médaillons avec la représentation des zellige qu'il y a là-bas. Oui, très bien. Avec- On a des exemples de médaillons ici, mais ce n'est pas ceux dont Non. vous parlez, hein, effectivement. Non, là, Voilà. je travaille la coquille d'œuf. Mhm. C'est du On peut recyclage. peut-être montrer, si vous voulez Je bien sais pas. la tenir, Comme de ça. manière à ce que la caméra woman puisse un Voilà, petit peu c'est de la capter. coquille d'œuf. Oui, Et avec des perles d'eau douce, des perles de culture, de la nacre. très bien. Donc, quand vous dites coquille d'œuf, c'est-à-dire vous en faites une pâte, vous en faites Non, l'arrière-plan, regardez, c'est des Ah. œufs, hein. C'est de la d'accord. coquille d'œuf. et vous en faites une mosaïque en fait. Voilà, je suis mosaïste à la base Très bien. et j'avais décidé de faire des bijoux en mosaïque. Bon, je fais avec la mosaïque
Et comme je faisais de la mosaïque de coquilles d'œufs, en tableau et tout, Oui. donc j'ai décidé d'en faire des bijoux avec la mosaïque de coquilles d'œufs et notamment de la mosaïque de cuir. Oui, Voilà. non, mais voilà, le cuir revisité à la sauce donc de Zineb Bara, Baba Moussa. Baba Moussa plutôt, j'ai dit Bara parce que voilà, il y a une personne tout aussi passionnée de vous qui s'appelle Amel Bara Qasmi, dont son nom résonne en ce moment dans ma tête. Bref, on la salue si elle nous écoute ce matin, elle aime beaucoup l'art et je suis sûre qu'elle aurait apprécié et aimé vos travaux. Donc là, c'est du cuir, mais vous donnez au cuir une forme, ou plutôt une couleur métallisée, et ça donne un aspect métallique au bracelet. Non, c'est un cuir qui est à la base comme ça. Enfin, c'est un D'accord. cuir qui Qui est déjà teint. qui est teint. Oui, d'accord. Je récupère du cuir de chez les artisans qui font du cuir, les sacs en cuir et tout. En fait, c'est des chutes de cuir, hein, parce que là, c'est bien. des petits morceaux. Et j'en fais des mosaïques, parce que ce que je veux faire, c'est toujours de la mosaïque. Je ne veux pas sortir de mon... Oui, créer de l'harmonie à partir de Voilà. petites tesselles, donc comme ça, et en faire... alors c'est soit les voilà. tesselles, soit des petits morceaux de petits cuir morceaux et des de morceaux cuir. d'œuf. Oui, franchement, c'est très joli. J'espère que voilà qu'on pourra voir voilà grâce à la caméra donc le détail de ces ouvrages. Voilà, on revient à cette exposition. C'est une exposition initiée par une association qui n'est peut-être pas très connue. Donc, quelle est la vocation première de Ça cette ne fait association? que 2 années. Oui. C'est le Fenn Asala, donc c'est surtout le patrimoine et voilà, pour promouvoir le patrimoine. Très bien. Vous êtes essentiellement des femmes? Non, Oui. non, mon époux Il y a des fait partie hommes et aussi des de femmes. l'association, l'époux de Nabila Fakharji qui est présidente également, et non, hommes et femmes. Hommes et femmes donc qui excellent dans l'artisanat dans différents domaines. Donc en régie, on souhaite voir le deuxième collier donc qui est là. Celui-ci. Donc, il est fait de donc quoi? ça, Bon, c'est du cuir. On va le mettre comme ça en vertical. Comme ça. Sinon, je vais le tenir. Voilà. Donnez-le-moi, je vais essayer C'est de le du faire. cuir qui est doré Alors. et du cuir de couleur mauve Oui, et de l'améthyste d'accord. et des améthystes. Très bien. Donc vous associez donc des pierres semi-précieuses ou des perles. Oui, non, surtout des perles ou des semi-précieuses. Oui. Bah, c'est-à-dire c'est de la roche, donc Oui. c'est des pierres. Et comme j'utilise des pierres en mosaïque, c'est toujours mosaïque. Oui. Donc mosaïque de cuir, mosaïque pierre, voilà. Oui. En revanche, voilà, il y a eu un déclic. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir cette transition de la mosaïque proprement dite, c'est-à-dire des tableaux ou des ouvrages divers, donc sur différents supports, aux accessoires tels que les bijoux. Donc un jour, vous vous êtes décidé à le faire. Et Oui. qu'est-ce qui vous a Non. motivé justement? D'abord, je continue à faire de la mosaïque. Oui, hein. Je j'imagine n'ai pas que arrêté parce que c'est mon dada. c'est votre dada, Oui. effectivement. Et puis, comme la mosaïque ne marchait pas vraiment, donc il y a D'accord. peu de personnes qui s'intéressent vraiment et qui achètent, je voulais faire qui beaucoup plus petit, qui prenait moins de temps, parce que le prix, le temps qu'on passe dessus, Oui. ça prend moins de temps. C'est surtout ça qui a fait que j'ai... Oui, on m'avait demandé de le faire aussi. Je faisais partie d'une association, enfin pas d'une association, de femmes artisanes, où on m'a suggéré pourquoi ne pas faire Pourquoi ne quelque pas chose de essayer plus tester un petit, autre voilà, et support? c'est comme ça que c'est parti. Très bien. Alors, votre premier bijou, qui a pu en profiter? Alors le premier, oh là là, c'était avec du recyclage, enfin je fais toujours du recyclage et de la récupération. Bon là c'est aussi du recyclage et de la récupération, mais au début je faisais avec des bouteilles d'eau minérale. Je faisais l'ossature du bracelet et après je vous recouvrais. fabriquiez même Oui, l'ossature? oui. C'était surtout cette idée-là de recyclage. Et je perds le fil de ma... Donc, moi, je voulais savoir où avait abouti le premier bijou. Ben, Toujours une particulière. non, le premier n'était pas génial, donc je crois que je l'ai laissé. Et par la D'accord. suite, bon, comme je faisais partie de femmes artisanes, on avait souvent des expositions et j'ai vendu Oui. quelques-uns de mes bijoux. Alors c'était avec du carton, avec
de la bouteille, C'est pas un tout peu ça. éphémère le carton? Non, Bon, ça peut être solide. Non, non, il y a parce des techniques, non, non. j'imagine. Ouais. c'est solide. C'est solide. C'est solide. Très Les bien. matériaux sont solides. Oui. Ben, oui, ça me donne une idée de confirmer cela, parce que moi, je voulais créer comme ça des objets, des petits mobiliers comme ça en Non, mais c'est carton à un non, mais c'est moment. très solide. Même Oui. les meubles en carton, Oui, on peut s'asseoir dessus, dormir. absolument, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur Internet Oui, et oui, ça m'a oui. interpellée. Et je me suis dit, un de ces jours, je vais tester la chose. Bon, mais ce que j'aime bien chez vous, c'est cet esprit d'économie, voilà, comment dire, circulaire, récupérer ce qui est déjà utilisé pour en faire vraiment des objets aussi nobles que ce qu'on voit ici et ce qui est exposé sur notre table. Donc, vous avez toujours eu ça dans votre vie? Vous avez Non. toujours... Non. Non. Non, c'est Non. une préoccupation C'est dans l'air nouvelle du chez temps vous. maintenant, le recyclage. Non, non. Avant, non. Oui, parce qu'il y a des personnes qui le font toute leur vie, hein, Oui. qui sont Enfin, on comme ça, recyclait le pain perdu, oui, voilà. voilà. En En cuisine, cuisine. oui, vous êtes... C'est tout, mais autrement, non. Et puis, j'avais pas vraiment le temps. J'ai des femmes au foyer, j'avais des enfants à élever il y a longtemps, hein, de ça. Oui. Ça, donc, la première fois qu'on vous a dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et Là, c'était quand ça remonte à loin, j'imagine, au début. Non, parce que les gens sont étonnés, surtout la coquille d'œuf. Oui. Mais ils sont vraiment étonnés de voir. Et alors, la question qu'on me pose, est-ce que c'est solide? Oui. Est-ce que ça va résister? Est-ce Mais en que ça fait, va c'est les résister? cols, Est-ce ce que sont c'est- les résines et les cols qui Non, donnent mais la le l'œuf consistance. en lui-même, c'est très fragile. Oui. Mais une fois qu'il est collé, et après, bon, dessus, il y a toujours une protection, Oui. c'est fini, ça bouge plus. Ça... Et on oublie que c'est de l'œuf, hein, carrément. Hein. Là, c'est pas de l'œuf. Là, c'est de du l'œuf. cuir. Mais là, c'est de du l'œuf. cuir. Là, c'est de l'œuf. Bon, Et puis, c'est fini après. On va montrer ça de plus près. Hein. Ça, c'est de l'œuf. Ça, Oui, c'est de l'œuf je- collé un voilà. petit peu, voilà. Je sais pas, moi j'ai de gros bras. Voilà. On va l'essayer. Bon, attendez, On voilà. va le Essayez montrer celui-ci. comme ça. On va le montrer comme ça, la caméra, et on verra. Hein. Bon, on va pas l'enfiler, on va juste le Voilà. montrer. Hein. Ou sinon, vous le portez vous-même. Voilà, allez-y. Comme ça, on verra un peu ce que ça donne. Voilà. Une personne. Oh, regardez comme c'est élégant. Passez-moi l'autre. Voilà, allez. Voilà. Attends. On va se blinder Maintenant, je suis. de bracelets. Et voilà. C'est pour montrer, voilà, un petit peu le résultat final. C'est... Mes mains sont Voilà. affreuses. Non, n'y pensez pas. Franchement, c'est votre travail qui est très, très noble. Voilà. Voilà, on a l'impression que ce sont voilà, des matériaux différents. Je veux dire, on a l'impression que c'est des émaux. On a l'impression que c'est Oui. carrément, ça donne l'impression de corail, ça donne l'impression, alors que Ben, ce sont, voilà, ben, c'est c'est- des coquilles peintes. Mais on appelle ça justement de la mosaïque de coquilles d'œufs. De coquilles Alors, d'œufs, soit elles sont peintes avant de travailler, Mhm. soit après. oui. Voilà. Il y a les différentes démarches, Mhm. mais ça c'est votre sauce. Ce qui est important, c'est que vous avez tout un éventail d'objets qu'on peut Oui. découvrir aujourd'hui. Ce sera dans le stand du Bastion 23. 23. Donc Du voilà. 9 au 11. Oui, De 9h à 16h. très bien, très bien. Les heures de bureau. Voilà, les heures de bureau, oui, c'est vrai, ça tombe pas avec le week-end en plus. Oui. Mais il faudra réitérer Inch'Allah. l'expérience. Je suis sûre que toutes les portes vous seront ouvertes. Inch'Allah. Après cette expérience, vous aurez vraiment peut-être la volonté de réitérer. Je peux placer un petit Oui, mot bien sûr. Alors que nous vous avons avez une tout autre le temps. exposition Ah ben voilà. du 13 au 16 décembre. Et là, c'est pas avec mon association, Oui, c'est avec un groupe, Sindibad. oui. C'est un groupe de... Partisans toujours. Non, Ah, c'est un groupe de détente, de loisirs, très bien. de sorties, tout ça. D'accord. Et toutes les femmes qui font partie de notre groupe et qui font un travail manuel, des artisanes, disons, Oui, exposent à UCND, très bien. Où ça exactement? au centre culturel du CND, Au centre culturel du Sindé, on rappelle la date du 16 au 16 décembre. 16 décembre. Décembre. Voilà, 16 décembre. Mais je dans voulais un faire mois. Dans un mois, mais c'est Voilà. bien d'annoncer, comme ça on est prêt. Mhm. Et même nous, on vous suivra hein, avec beaucoup de plaisir. Merci en tout cas de nous avoir permis de marquer cette journée consacrée aux artisans, journée Merci. nationale. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir était pour nous. Zineb Moussa Gestal, donc artisane qui participe aujourd'hui au niveau du Bastion 23 à cette exposition qui marque cette célébration de cette journée consacrée à la promotion de la dextérité de nos artisans. Donc soyez nombreux, je l'espère,
faire, à les encourager. L'association Elfen Fennoul Asala. Wal Asala, en l'occurrence, qui va vous montrer un spécimen à acquérir, pourquoi pas. Donc voilà, c'est des idées de cadeaux, ce sont des idées aussi voilà, d'objets à acquérir pour soi. Faites-vous plaisir, mesdames, messieurs, c'est au Bastion 23. Et on va continuer de parler artisanat avec ce reportage d'un potier, Amin Chawati en l'occurrence, qui a été mis en valeur à travers voilà, les mots, les images rapportées par notre ami Lamia Boudbouda, et c'est pour tout de suite. Merci encore une fois. Merci, je vous remercie. On se désinfecte les mains avant d'entrer dans le studio poterie d'Amin Chawati. Après une formation de 5 ans dans les arts de la céramique, Amin ira même perfectionner son art en Chine. Mais d'abord, tout jeune, il a baigné dans une ambiance artistique. J'ai fait l'école des beaux-arts, option céramique, et en même temps j'ai baigné dans une famille d'artistes, puisque mon papa, ma maman et toute ma famille sont dans les arts. Et particulièrement mon grand-père qui pratiquait la céramique en hobby. Donc ce n'était pas vraiment son métier, mais quand j'étais jeune, chaque week-end j'allais chez lui et je le voyais avec sa faïence, ses oxydes et tout. Quand on est enfant, j'étais très jeune, et donc je le voyais très passionné par ce qu'il faisait et tout. Ça reste beaucoup, oui. J'ai des images en tête de mon grand-père en train de faire ses carreaux. J'ai coupé comme ça pour vous montrer que les épaisseurs sont identiques. Boudiné, tournazé ou tournacé, barbotine, des termes qui font partie du glossaire de la céramique que ces passionnés apprendront en suivant les gestes et les cours techniques de l'artiste. Vraiment, c'est passionnant et j'ai même ramené ma fille et que j'encourage à en faire pour en faire un métier. Je veux que ma fille soit la future Frida Kahlo. C'est la première fois, donc je découvre les sensations. Bon, le fait d'exercer, ça permet puisque la texture elle est un peu lisse, donc ça me permet de déstresser, il y a des ondes positives qui sortent. Et voilà, c'est tout bonheur. Hein. L'artiste a plus d'une corde à son arc, puisqu'il a réussi, après plusieurs années de recherche sur des pâtes céramiques, à créer un creuset en grès pour la fusion de l'or, un produit 100% algérien. Moi, au début, j'utilisais de la matière importée pour produire. Après, je me suis mis à la recherche de matière et à produire mes propres pâtes céramiques. Et je me suis orienté vers le technique. Alors j'ai réalisé des grès et des pâtes céramiques techniques pour faire du creuset de fusion. Et donc je produis de la terre pour faire du creuset de fusion, pour les métaux. Je produis du creuset pour l'analyse de l'or. Si vous voulez jouer à Prométhée, Studio Poterie est l'endroit rêvé. Même si ce qui sortira d'entre vos mains n'est pas forcément une œuvre d'art, le bonheur est là et c'est l'essentiel. Alors quand on travaille la terre, on fait peut-être un travail de transmission. À travers les objets que je fais, je transmets aux gens peut-être du bonheur, peut-être des émotions. Et on salue Lamia Boudbouda, on l'a vu en fin de reportage, elle a fait son baptême chez ce maître potier, donc Amin Chawati en l'occurrence. On verra les résultats dans quelques années, qui sait, elle va nous sortir des surprises cette Lamia. Allez, on la salue et puis tout de suite c'est l'heure justement de plonger au cœur des archives avec Monia Faït. Aujourd'hui elle nous présente donc un des pionniers des sketchs et du musical en Algérie et voilà, je la laisse raconter toute l'histoire de Jafar Bek. Pour vous, mesdames, messieurs. Bonjour, Monia.
Aya Jafarbeck. Bonjour Adia, comment vas-tu? Moi j'aime bien son nom d'artiste en tout cas. Jafarbeck. Facile à retenir, il m'a toujours interpellée. Jafarbeck. Ça fait un pseudonyme qui à la base son nom, son vrai nom est Abdelkader Cherrour, voilà. Tout à fait. Et c'est Reda Falaki qui avait donné ce pseudonyme à Jafarbeck, tout simplement grâce à un rôle. Bon, on va y revenir. On va commencer à partir du tout début. Il faut savoir que Jafarbeck est né le 27 octobre 1928 à la Casbah d'Alger. Il est d'une famille modeste, composée de 10 enfants. Il ira tout naturellement à l'école, bien sûr, mais il sera à l'école buissonnière pour aller vendre des cigarettes et pour aider son père à subvenir aux besoins de la famille. Voilà. Donc, il aura malgré tout son certificat d'études. À 14 ans, il entame une carrière. Voilà, il doit travailler, il doit aider son père. Il ira travailler tout naturellement dans une entreprise de distribution d'eau. Et juste après, il sera recruté à la Poste pour une durée de 4 ans. Alors, à partir de 1945, c'est déterminant pour lui parce qu'il rejoint les musulmans. Donc là, il commence à participer, il commence à jouer, à faire des tournées nationales avec les scouts musulmans et ça l'intéresse. L'éveil politique aussi, voilà. Surtout, c'était le rôle des scouts musulmans, l'éveil politique, comprendre que l'indépendance est déterminante pour ce pays. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir de quand est-ce qu'il a eu réellement cet amour pour l'art et le chant et l'humour, essentiellement, c'était lors d'une prestation de Rachid Qsanteni grâce à Mariam Fekkai. Mariam Fekkai rassemblait tous les samedis. Mariam Fekkai qui était une grande chanteuse, une diva de l'époque. Bien sûr, grande chanteuse Mariam Fekkai. Donc elle rassemblait tous les samedis soirs les grands noms de la musique et de l'humour. Et là, Jafarbeck rencontre Rachid Qsanteni. Il est impressionné. Il voit ce bonhomme chanter et faire rire les gens. Et c'est de là que cet amour, en réalité, s'est fait. Voilà, tout simplement. Alors, à partir il a compris l'importance et l'impact du rire dans l'éducation. Et c'était inné chez lui aussi. C'est Jafarbeck, c'était inné. Il avait cet esprit un peu décalé. Alors, à partir de 1946, il fait la rencontre d'Ali Fedi. Donc, Ali Fedi vient à une représentation chez les scouts musulmans et il découvre Jafarbeck. Donc, il lui propose d'aller passer un casting à la radio et de là, Abdelkader, il fait quoi? Il se dit, bon, je le fais. Donc, il y a une pièce très tragique et il la présente à sa manière. Donc, il remporte le concours. Oh là, face à 78 concurrents face à lui. Donc de là, il rejoint la radio dans l'émission enfantine, bien sûr, de Ali Fedi et il rejoindra tout naturellement la troupe de Ali Fedi, encore une fois, Masrah al-Ghad. Et ce n'est qu'à partir de 1952 que Ali Fedi lui propose de prendre le pseudonyme de Jafarbeck. Alors pourquoi Jafarbeck? Parce que Abdelkader avait joué un rôle de vizir dans une pièce et il avait ce vizir avait le nom de Jafarbeck. Donc Ali Fedi l'a transformé en Jafarbeck, tout simplement, tout naturellement. Oui, c'est tout aussi sympa, donc facile à retenir, c'est très intelligent, je trouve. De la part d'Ali Fedi, voilà. Donc je vous propose tout de suite de regarder une série, bien sûr, qui a été préparée et organisée par Jafarbeck. On regarde. سيدي ماشي وقت الرقص مازال عندنا برامج اخرين الرقص من بعد ماشي درك لا يا سيدي ماشي قصدي نرقص مالكش ماشي استنى درك نفهمك فهمني يا سيدي يلا خف في الحقيقه كنت مريض واش جاب المرض للرقص علي جا خف عاد كنت مريض ومشيت للطبيب فحصني قلبني عطاني طبعا نشري دواء مشيت للصيدلي عطاني الدواء وقال لي نشرب 3 مغارف في النهار 3 مغارف في النهار الدواء صح لما وصلت للدار فتحت القرعه اللي فيها الدواء طبعا معلوم وشربت مغرف ايوه لكن لما غلقت القرعه انتبهت للشيء اللي مكتوب فيها واش كان مكتوب فيها مكتوب فيها خلطوا الدواء قبل ما تشربوه ومعنا شربتوا ما خلطتوا هاني نخلط شوفوا ديك تبهديلة شعر مغفل وشوشتو طويلة ما فراش مشم ما فرا دليلة قاعد مغرور وحالته حليلة
esprit rock'n'roll. Donc, voilà, esprit on le voit mambo, déjà. esprit mambo, esprit vraiment musique, encore une fois, avec Ja'far Beck, parce qu'il mettait en avant, il osait, il mettait le rock'n'roll, il mettait le jazz, il mettait du mambo, il mettait, pardon pour le micro, Oui, voilà. il introduisait vraiment tous ces styles de l'époque. Enfin, c'était La tendance, voilà, c'était la tendance voilà, pour les mondiale. jeunes. Il participait à tout concernant la musique en tout cas, parce qu'il aimait ça et il mettait en avant cet esprit-là, bien sûr, avec le dialecte algérien qu'il utilisait. Et en même temps, il avait des émissions, on regarde... Ça, c'est une des émissions, donc voilà, Bachacha. Donc il a été très connu grâce à cette émission. Bachacha, qui veut dire la bonne humeur, voilà. Insan El Bachouch, qui est très très souriant. Donc El Bachacha, c'était ça, c'était la bonne humeur. Alors, on continue. On était aux années 50, donc on revient aux années 50 ou on fait un bond vers les années 60? Bachacha, c'était beaucoup plus tard. Oui, c'était après l'indépendance. Mais bon, là, j'ai insisté sur ça parce que c'est réellement grâce à lui que cette émission a existé. Alors, on continue en 1953. Il est régisseur à la radio, mais il aura un tout premier rôle sur les planches, et c'est une première pour lui. Encore une fois, grâce à la troupe Masrah Al-Ghad, il jouera dans la pièce Ba'd Shedda Ya'til Faraj. Voilà, après la pluie vient le beau temps, tout simplement. Et il participera pendant des années, tous les dimanches, aux prestations publiques en direct pour le compte de la radio. Il jouera un deuxième grand rôle dans la pièce Ami Bouchriha, voilà, une réadaptation bien sûr de l'avare de Molière. Donc on s'en rappelle. En 1956, il fera la première émission enfantine télévisuelle, il y participera à chaque fois et il fera également plusieurs films et sketchs dont Le Gros Lot et La Soupe, bien sûr, avec Le Gros Lot avec Ali Abdoun, ou alors Les Hilmi, ou alors La Soupe avec Mohamed Touri. On se souvient du sketch où il goulou. Un autre chansonnier. Voilà. C'est un peu dans le même esprit. Lui, Rsanteni, etc. Lui, vraiment, ce sont ses mentors qui vont lui insuffler cet amour pour la chansonnette rigolote. Donc voilà. Il adorait ça, il adorait ça. En 1957, tout naturellement, il rejoint la troupe du FLN en Tunisie avec Mustapha Keteb. Et là, à partir de 58, il entame une tournée internationale où il jouera dans Les Enfants de Novembre, Le Sang des Hommes Libres, Les Éternels. Et il y présentera de nombreuses chansons et monologues patriotiques, entre autres. On a Hayaya de Gaulle, voilà, entre autres, bien sûr, chansonnettes et monologues. Écrit par lui, Hayaya de Gaulle. Oui, par lui-même. Alors après l'indépendance... Hayaya de Gaulle, Denaha. C'était vraiment... Denaha, voilà. Alors après l'indépendance, il sera recruté à la radio en tant que régisseur. Tout naturellement, parce qu'il l'était à la base avant l'indépendance. Et c'est à partir de ce moment-là où il crée l'émission Bachacha pour la télévision. Donc il essaiera d'écrire les scénarios et les sketchs, et tout le monde s'en rappelle de ces chansons où il présentait, par exemple, on se souvient de Alif Bata, Alif Bata, ou alors C'est déchiré. Ça suivait un peu l'évolution de l'Algérie à l'époque, la lutte contre l'analphabétisme. Voilà, il participait à sa manière pour éduquer cette génération-là, tant marginalisée par le rire, par les Colombiens, par le rire bien sûr, toujours avec le rire, et essayer subtilement de faire passer ces messages-là pour éduquer ce peuple. Alors, je disais qu'après l'indépendance, il sera recruté à la radio, il entamera bien sûr Bachacha, sauf que cette émission s'essouffle avec le temps. Donc, les scénarios sont toujours pareils, on commence à le critiquer, et c'est à partir de ce moment-là, à partir de 73-74, où il arrête. Il arrête Bachacha. Il arrête Bachacha, mais pas l'aventure. Il continuera à faire d'autres sketchs. Il fera entre autres, bien sûr, l'inspecteur Holmes, en hommage à Sherlock Holmes, ou encore Face à la caméra. Voilà. On regarde tout de suite un autre extrait de Bachacha avec l'ensemble Bastanji. C'était en 1968.
نشكركم، أنتم حقيقة عندكم رغبة وإرادة باش تعلموا لغتكم وهي اللغة العربية. أيوة، في الدرس السابق تعلمنا الحروف الهجائية وعرفنا نفرقوا ما بين الحروف الشمسية والحروف القمرية، وكذلك تعلمنا نركبوا الجمل المفيدة والغير المفيدة. أما اليوم نتعلموا الفعل. الفعل يتقسم على 3 أقسام، وهم الفعل الماضي، المضارع، والأمر. كانوا أدياننا ماضي، حكموا في بلادنا ماضي، صلوا أرزاقنا ماضي، حكموا لغتنا ماضي. كانوا أدياننا ماضي، حكموا في بلادنا ماضي، صلوا أرزاقنا ماضي، حكموا لغتنا ماضي. كانوا أدياننا ماضي، حكموا في بلادنا ماضي، صلوا أرزاقنا ماضي، حكموا لغتنا ماضي. ابني طلع مضارع، حرد وتزرع مضارع، يخدم ويصنع مضارع، تفيد وتنفع مضارع. تبني ونطلع مضارع، تحرك وتزرع مضارع، يخدم ويصنع مضارع، تفيد وتنفع مضارع. تبني ونطلع مضارع، تحرك وتزرع مضارع، يخدم ويصنع مضارع، تفيد وتنفع مضارع. تبني عمر، هذا هو الأمر، أغرى بالسر، هذا هو الأمر، أغرى السجر، هذا هو الأمر، في الإنتاج كالدار، هذا هو الأمر. ابني عمر، هذا هو الأمر، اقرأ في السر، هذا هو الأمر، اغرى السجر، هذا هو الأمر، في الإنتاج كالدار، هذا هو الأمر. ابني عمر، هذا هو الأمر، اقرأ في السر، هذا هو الأمر، اغرى السجر، هذا هو الأمر، في الإنتاج كالدار، هذا هو الأمر، 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 هذا هو الأمر. Voilà, plein de sens, toutes ces paroles de Jafar Beg. Voilà, à travers la chanson, encore une fois, faire passer des messages à travers les chansons. J'ai bien aimé leur look à la Beatles. avec l'ensemble Bastanji, ouais, à la Beatles. Bastanji, donc qui ressemble aussi à ces étudiants qu'on a vus aussi en Égypte dans la même époque. Effectivement, tout ça, effectivement. La même tendance, donc ça nous alors le collier, la chemise et le pantalon, mais bien et la habillé. manière de présenter les choses et de chanter. Donc, encore une fois, voilà, علمنا سيد الشيخ مسكين اللي ما قراش. La culturation, il dénonce. Il fait passer des messages et il aide cette génération à se former et à avoir une base essentielle, surtout en langue arabe. Voilà. Ce que le colon a essayé d'effacer, Jafar Beg a essayé justement de reconstituer cette mémoire et cette histoire à travers ses sketchs et ses chansonnettes. Grâce à Bachacha, encore une fois. Alors, à partir des années 80, Beg s'éloignera tout naturellement de tout. Grosso modo, à la radio, à la télé, on le verra très très rarement. Il fera tout de même quelques sketchs à la fin des années 80. On regarde un extrait. عنده الحق هذاك اللي قال الزواج كالبرميل شويه عسل والباقي قطران. اما لا راك محتاج حنانه. خلاص هاي ما كان لا زعفر كان خلاص ها امشي بالسلام. الله يعاونك، ربي ان شاء الله يفتح لك بيبان الخير في وجهك. الله يكفيك هكذا ولا نزيد؟ لو كان كل صباح هكذا نرجع انا اسعد مخلوق. استنى من الفوق انا اللي نفتح لك الباب، ما تتعبش روحك خلاص. يا نعمل هذه هي السعاده الزوجيه. ولا خليني قلت لك هكذا بنادم يروح قلبه مليان نشاط. هيا في الامان. وعلى بالك على ما ديت لك يدي معناها هاتنا المسروبه كما تمسخر صح. ها نرجعنا ليها. واش شنو ثاني؟ لطبيعتك لطبيعتك. هات هذا ما نسمع في هذا الدار غير هات 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 الكبير، هات الصغير، هات المتوسط، هات كل واحد اللي ينطق بكلمه هنا يتعلم وش ينطق. هات وانا معاكم عمري فنات. ايه يا شاقي وزع يا شاقي، ابحر يرجع سواقي. يا تاخير الزمان. يا شوف يا عجبه في هذا الدار ما كاش واحد فيكم، ما كاش واحد فيكم يعني فرحني وقال لي خوض. هذا ما كان، هذا واش اللي مقلقك. خلاص يا سيدي ما تقلقش. استنى
ها خذ راه مكسر دي سقم ها. Voilà, tout simplement. On arrive quand même à donner des choses. Voilà, à réparer. tu voulais ça, bah tu voulais ça, tu l'as eu. Quand tu veux quelque chose, va le réparer. Voilà, on pense à lui ce matin, on ne l'oublie pas, encore une fois, Jafar Bek qui nous a quittés un 31 janvier 2017. C'était un monstre en vérité de la chansonnette et des sketchs, inoubliable. J'ai eu l'occasion bien sûr de le rencontrer grâce à l'émission Séquences d'archives, 5 ans avant sa disparition. Donc je salue toute sa famille et voilà, tout simplement. Voilà Jafar Bek. Voilà Jafar Bek, justement cet humoriste, ce militant de la première heure, qui était chansonnier, humoriste, comédien, donc qui a marqué des générations d'Algériens, des générations. Merci beaucoup, Oumonia. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Le parcours de combattant va démarrer. Donc... Beaucoup de travail. On est en période de devoir, donc je salue ce matin bien sûr les enfants et spécialement les mamans. Courage, courage les mamans. Courage avec la période des devoirs. Allez, au revoir. Allez, bon courage. Merci, Radia. Bon courage. Et tout de suite, sans transition aucune, nous allons découvrir les vertus du café. Cet arôme qu'on adore le matin, donc qui nous réveille, qui titille un peu les papilles. Donc, présentation de cette plante du café en l'occurrence par Maya Amrani. Probablement originaire d'Éthiopie, le café cultivé au Yémen fut connu au XVe siècle par des moines qui, ayant découvert les vertus du café, en ont fait une boisson dans le but d'avoir un esprit clair et en éveil. Cette boisson énergisante a rapidement été appréciée tant pour ses propriétés que pour son caractère social. Nous allons suivre le parcours de ces graines vertes venues de contrées lointaines. Le Hajj voue une véritable passion à la composition de ces différents grains de café, un héritage familial. Nous sommes une petite entreprise artisanale. Depuis fin 1993, on fait de la torréfaction et mouture de café. Nous avons deux types de café vert. Il y a la Robusta, qui est fort en goût. C'est la principale matière qui donne le goût, la force du café. Il y a l'Arabica qui donne de l'arôme et elle adoucit le café, il devient plus léger parce qu'elle est 3 fois moins décaféinée que la Robusta. Le torréfacteur est un technicien dans son laboratoire. Lui seul connaît le secret d'un bon café. C'est un refroidissement à l'air froid. On ne veut pas refroidir à l'eau. Là, c'est un refroidissement à l'air froid. Et maintenant, il va y avoir le refroidissement. Après, il passe, quand il est refroidi, il est aspiré par les pierreurs. Client ici, depuis combien d'années? Je ne sais pas, peut-être 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Mais je sais bien que le café Qaout Sabah, ça fait un bail. Peut-être كانوا في جبريل ربي في كوبا ولا lotissement Michel, je ne sais pas, تبعتهم حتى لهنا. Pour moi, c'est un des meilleurs cafés هنا en Algérie. Et pour moi, il est pur. La variété de café Arabica a longtemps dominé l'ensemble de la consommation mondiale. Le Robusta a modifié les habitudes des consommateurs, permettant le choix entre un café corsé et chargé en caféine, le Robusta, et un café plus aromatique et moins amer, l'Arabica. Donc, comme on est en train de voir ici chez cet artisan torréficateur, avec très peu de moyens, mais il est en train de faire un travail qui nous paraît assez sain, assez simple. On a remarqué qu'il y a la traçabilité des produits, que je dirais que la transformation, elle est claire et nette. C'est un local qui est ouvert sur une voie publique, donc il y a un contrôle qui se fait. Donc on est en train de voir, il y a même l'affichage du procédé de torréfaction, les prix même qui sont appliqués. Donc nous, en tant qu'association de protection des consommateurs, on encourage justement ce type d'artisanat, ce type de production de produits de consommation et de large consommation comme le café. Les artisans torréfacteurs ne sont pas nombreux, mais le marché du café génère de l'emploi et les jeunes de nos jours s'y intéressent. Nous sommes une association
de défense des droits des consommateurs qui a été créé en 2014 et nous travaillons justement pour défendre les intérêts essentiels du consommateur parce que les problèmes, on peut en rencontrer beaucoup, mais on voudrait à l'association Al-Aman se spécialiser pour la santé et pour la sécurité des personnes. Le café est un produit de large consommation et on en consomme beaucoup en Algérie. Et donc, ce qui peut véhiculer comme problème de sécurité nous intéresse et nous interpelle beaucoup en tant qu'association consumériste. Et c'est pour cela qu'on s'y intéresse. Et tant mieux aussi que la télévision algérienne s'y intéresse, parce que beaucoup d'Algériens, d'abord, sont malades, beaucoup d'autres sont morts à cause du café qu'on consomme. Je ne peux pas dire que le café est mauvais et néfaste à la santé, mais c'est surtout la manière de le produire en Algérie, donc de le transformer, et aussi la manière de le consommer. Parce que les problèmes sont divers. Donc il y a un problème dans le café lui-même qu'on achète, il y a aussi des problèmes dans sa préparation et puis aussi dans sa consommation. Le café est la boisson de l'union, de la convivialité et du partage. Voilà, on a l'arôme comme ça qui passe sous le lait. Hein. Merci à Maya Amrani pour ce reportage combien intéressant autour de cette plante, le café en l'occurrence, ses vertus et bien sûr ses bienfaits et bien sûr l'intérêt qui est porté à cette production en particulier chez nous. Bravo aussi à l'association Al-Aman pour le travail qu'elle fait pour la sauvegarde justement la santé du consommateur. Aujourd'hui, justement, nous allons avoir plus d'éclairage autour de la question avec notre invité suivant, Monsieur Fouad Ben Abdelwaheb est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes spécialiste en médecine interne et nutrition clinique, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, merci d'apporter encore votre éclairage de spécialiste autour d'abord de cette question du café. Donc voilà, il disait que le café pouvait nuire à la santé d'une certaine façon, tout comme il présente des vertus indéniables. Donc comment un simple café peut-il nuire à la santé? C'est-à-dire que le café fait partie de ce qu'on appelle les alicaments. Donc les alicaments, c'est des aliments qui ont certaines propriétés, donc qui peuvent induire soit un état de bonne santé ou bien un état de mauvaise santé. C'est-à-dire que tout est une question de dosage. Alicaments, donc ça rime avec médicaments. Même les médicaments, donc si on prend la bonne dose, on va avoir un effet bien sûr bénéfique sur la santé. Cependant, si on dépasse un certain dosage, donc la posologie, ça aura des effets néfastes, donc ce qu'on appelle les effets secondaires. Donc le café, dans cet état donc, de lieu, donc tout est une question de dosage aussi. Avoir des effets sur tout le corps, sur certains organes. Donc, par exemple, il a un effet bien sûr sur l'appareil neurologique, donc c'est un excitateur. Il aura un effet assez important sur l'appareil cardiovasculaire. Là, l'intérêt de connaître les dosages. Il aura bien sûr aussi des effets sur le système digestif, le système urinaire et bien d'autres. Donc, le café, c'est un alicament. Donc, il a des bénéfices, mais aussi il a des méfaits. Quelle est la meilleure manière de consommer ou de profiter des vertus du café, docteur? Que le café, tout est question de caféine. Donc, c'est la quantité de caféine qu'on va ingérer par jour. Donc, bien sûr, il est peut-être déconseillé chez certaines personnes. Donc, par exemple, les patients qui ont des cardiopathies, donc les hypertendus, etc., parce qu'il aura un effet excitateur sur le cœur. Donc, il va, par exemple, accélérer les battements cardiaques. Donc, cela aura pour effet, par exemple, d'augmenter la pression artérielle. Par contre, si on en consomme, c'est-à-dire d'une manière modérée, il aura un effet protecteur sur le cœur, parce qu'il a des bénéfices certains, comme par exemple, il brûle les graisses, c'est un brûle-graisse, donc il aura un effet bénéfique sur les donc il améliore ce qu'on appelle le profil lipidique. Donc dans cet état, il aura un effet cardioprotecteur. Mais tout est une question de dosage de la caféine. Quelle est la dose justement à ne pas, quel est le juste milieu? Quelle dose ne faut-il pas dépasser C'est-à-dire que pour être dans cet équilibre que vous souhaitez? Pour la caféine, c'est entre 200 mg jusqu'à 400 mg. D'accord. Pour traduire cela, une tasse équivaut à peu près à 100 jusqu'à 120 mg de caféine. Donc si on consomme 2 à 3 tasses, c'est bénéfique. Voilà, ça peut être très bénéfique. Mais cependant, il faut toujours bien sûr revenir à son médecin traitant. Si on a des cardiopathies, si on est diabétique, etc., il faut toujours
prendre conseil auprès de son médecin traitant Très pour bien. savoir si on y a déjà droit. Donc, si on veut le consommer en qualité de coupe-faim, il faudrait faire attention à ne pas dépasser ces dosages également. Tout à fait, effectivement. Oui. Très bien. Donc, voilà. Donc, il y a des vertus et il y a aussi des précautions à prendre quand il s'agit du café. Bien sûr, quand c'est le café pur et non pas celui qui est torréfié de manière un peu néfaste, quand on y Exactement. introduit des produits un peu insalubres, donc ça donne un café toxique et Exactement, il faut bien choisir son marchand de café. Il Une faut bien moralité. choisir, bien sûr, mais Oui. aussi il faut choisir, on va dire, les bonnes marques. Parce Les qu'il y a eu bonnes des études, par exemple en 2019, je crois, par exemple en ce qui concerne les cafés qui sont commercialisés ici chez nous en Algérie. Donc certaines marques mettent trop de sucre. Donc il faut Oui, savoir aussi, qu'il ne faut voilà. pas dépasser un certain degré. Donc au-delà de 3% de sucre, ça devient néfaste. Donc à fait. lors de la torréfaction, il y aura des effets toxiques. Certaines marques produisent du bon café, on va dire. Donc Voilà. il faut faire une petite recherche par rapport Il faut à lire ça. l'emballage, sur l'emballage, le dosage, les proportions du sucre dans cette Exactement, mixture. tout à fait. Et voilà, c'est de cette manière qu'on choisit le café qui est bénéfique pour la santé. Merci en tout cas pour cet éclairage relatif au café. On va profiter aussi de votre présence, docteur, aujourd'hui pour parler d'un autre aspect. Nous entrons de plein pied dans la saison hivernale, en fait, c'est l'automne qui se poursuit, mais bientôt on aura affaire à l'hiver. Voilà, la rigueur de l'hiver. Juste à l'instant, on vient de voir une image de neige comme ça sur un flanc de montagne, rafraîchit, ça rafraîchit. Et oui, mais comment justement se préparer sur le plan nutritionnel à cette saison hivernale? Quels sont les aliments? Quels sont les fruits et légumes peut-être ou qui sont bénéfiques pour une préparation du corps à cette saison en particulier? Alors, ce qu'il faut savoir il faut savoir que donc, quand ça commence à se rafraîchir comme ça, il faut savoir qu'il y a un effet sur l'immunité. Donc il faut savoir que la nature fait bien les choses. Donc tout ce qui est de saison est bénéfique. Et tout ce qui est de saison va renforcer l'immunité. Donc c'est quelque chose de naturel. Donc la nature a bien fait les choses. En ce qui concerne par exemple ce qu'on voit sur nos étals de marché, donc par exemple pour les légumes, donc on voit que par exemple le chou-fleur est là. On voit que le fenouil est là. Par rapport aux fruits, on voit que les agrumes font leur entrée. Commence à être visible sur les étals, effectivement. Donc, on voit que les couleurs sont en train de changer par rapport aux fruits et légumes. Donc, il y a des oranges, il y a des mandarines, il y a par exemple la citrouille, le potiron. Donc, la couleur orange, elle est présente. Donc, la couleur orange, c'est quoi? C'est tout ce qui est vitamine A, caroténoïdes aussi. Donc, ça va renforcer l'immunité. Donc, c'est des produits qui sont antioxydants. Ils sont riches, bien sûr, en vitamine C. L'apport des agrumes en vitamine C, il est important. Il ne faut pas le négliger parce qu'on consomme l'orange et la mandarine de façon crue, bien sûr. Il faut savoir que la vitamine C, elle est présente dans les légumes. Par exemple, le poivron, il est riche en vitamine C. Mais on n'a pas vraiment tendance à le consommer cru. Parce qu'il faut savoir que la vitamine C, elle est dénaturée quand l'aliment est cuit. Cuisson, oui. Voilà, donc on perd, il y a des perditions de la teneur en vitamine C. Donc il faut de temps en temps associer à la salade du poivron cru. Bien sûr, les crudités, il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux. Il faut savoir aussi que c'est la saison, on va dire que on a besoin de se réchauffer. Donc les légumineuses deviennent importantes dans notre cuisine. Donc, Avant de passer aux légumineuses, excusez-moi de vous interrompre, docteur, je voudrais rester sur la vitamine C. Et certains médecins recommandent, c'est vrai que vous nous parlez de l'aspect très naturel, c'est-à-dire la consommation des fruits et légumes à leur état naturel, mais certains médecins recommandent une cure de vitamine C en amont de la saison estivale. Faut-il le faire et s'il faut le faire, combien de temps durerait une telle cure? Alors, pour ce qui concerne la vitamine C, depuis 2 ans avec la pandémie, on a beaucoup d'expérience par rapport à ça. Donc, il faut savoir que la vitamine C, on n'en a pas vraiment besoin. On en a besoin à des doses vraiment minimes. Donc, c'est quelques milligrammes par jour. Et si on a une alimentation variée, cette consommation, elle va couvrir nos besoins. Très bien. Donc, il faut savoir que si on est par exemple malade, c'est la saison
la grippe qui commence et tout. Donc là, on aura peut-être besoin d'un peu plus de vitamine C. Donc quand on est malade, oui, peut-être qu'il faut prendre des compléments alimentaires. Mais c'est pas la peine de prendre, par exemple, de la vitamine C de façon préventive. Parce qu'il faut savoir qu'on ne va pas stocker la vitamine C. Donc dès qu'elle est ingérée, elle sera éliminée. Donc on en aura besoin le jour J, c'est-à-dire quand on est malade, oui, il faudrait prendre la vitamine C. Pas dépasser par exemple les 500 mg. Donc c'est des comprimés à 500. Des fois, on a vu avec la pandémie, on est en train de consommer jusqu'à 3 grammes. Très bien. Et la dose minimale, c'était 1 gramme, donc les 1000 mg. Là, ça pourrait avoir un effet néfaste. Donc on va encore une fois dépasser la dose dont on aura besoin. Et quand on dépasse la dose, qu'est-ce qui se passe pour le corps? Il y aura des effets sur le rein, par exemple. Il y aura des formations de calculs rénaux et tout. Donc il faut La faire fatigue attention. aussi. On peut avoir des... Quand on consomme quelque chose en excès, il y aura un effet inverse. Donc, si on pense que la vitamine C va nous booster, va être tonifiante et tout, ce sera l'inverse. Très bien, on termine sur un mot sur les légumineuses parce que je vous avais interrompu, mais on arrive à la fin de la séquence. Je vous remercie, Je donc, vous en docteur, prie. de terminer donc, Pour les par cet légumineuses, aspect. il y a des recommandations. Donc, il y a des recommandations pour tout. Pour la consommation de viande, de légumes, etc. Il y a des recommandations par rapport aux légumineuses. Les légumineuses font partie ce qu'on appelle les super-aliments. Parce qu'ils sont riches en protéines, en féculents. Ils n'augmentent pas trop la glycémie chez le diabétique. Ils sont riches en multiples vitamines. Donc, la vitamine B, vitamine B1, B6, B12. Et on en a besoin en période de froid. Absolument, Voilà. absolument. Donc 2 fois par semaine. Je préconise la consommation de légumineuses 2 fois par semaine. Voilà. On a le choix entre voilà, les Les lentilles, haricots blancs, rouges, différentes couleurs. cassés, et oui. bien sûr le pois chiche qui fait partie de notre cuisine. Le panel est assez large, donc il faudrait en consommer donc, sans modération, nous disait le docteur Fouad Belabdelwaheb ce matin. Donc merci docteur d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne et en nutrition clinique. Merci pour cet éclairage. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne saison. Voilà. Allez, bon vent pour vos recommandations avec vos patients dans votre cabinet. Donc, pour ce qui est de nous, mesdames, messieurs, donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin avec d'abord un reportage qui va planter le décor parce qu'on va parler un peu d'artisanat à travers la fabrication, cette fois-ci de poupées. Et c'est un reportage qui est signé Samira Hadjamar. Dans un atelier improvisé, du fil, des aiguilles, du tissu, des pelles et des strass, mais surtout des doigts de fée qui s'exercent pour habiller des poupées en princesses d'époque, de tradition et du patrimoine. كيما باغ هنايا عندي الحايك تاع زمان وتاع دوكا ماشي كيف يلبسوا كيما هنا عندنا هذه سي اون توني فريمون هنايا سي سروال مدور اي اونكور اون بوبي ما نقدروش نديروه فريمون عريض مي لو فري سروال مدور il était très très large. Un parcours atypique, après des études en droit, qui s'annonçait en robe noire, Shahrazad a choisi finalement ce qui l'a fait vibrer. Je suis à la base juriste, j'ai un bac plus 5 en droit et j'ai laissé tomber, mais j'ai laissé mes études de côté. La base, أنا تعلمت في la famille, c'est mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mes tantes, ma mère, كانوا يخدموا الغرزة، كانوا يخدموا الفتلة، دونك بلا ما تحسي تصيبي روحك تميلي في الدومين. Karakou, blousa waharania, tissernest, hayek, des tissus, un savoir-faire, un héritage qui se perpétue à chacune des créations de l'artisane. Faire connaître au monde entier les tenues et les coutumes, les traditions algériennes. Avec tous les détails, parce que c'est les détails qui font la différence.
Une tenue annabia et constantinoise, c'est les détails qui font la différence. العنابية عندها لو جيلي اللي ينزاد فوق القندورة هذيك. القسنطينية لا العنابية اللي بلو شارجي وعندها ميم لو بتي شابو هذاك. القسنطينية لا. Une tradition, oui, mais une passion pour certains collectionneurs en Algérie. Les collectionneurs يحبوا les 48 ولاية. ما عندهمش une préférence تاع ولاية ولا مي كاين بزاف لي توني لي بلو دوموندي. نقدر نقول لك الكالاكو الكابيل et Touareg. Voici une artisane que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir ou peut-être acquérir l'une de ces merveilleuses poupées folkloriques. Et justement, donc voilà, c'était un reportage signé Samira Hadj Ammar, voilà, qui nous a fait découvrir ces doigts de fée de Shahrazad. Shahrazad, justement, comme tant d'artisanes et d'artisans, ont une opportunité d'avoir de la visibilité en dehors de ce réseau donc, qui a été cité dans le reportage. Et justement, pour en parler, j'ai plaisir de recevoir ce matin Reda Harrat. Donc, bienvenue Reda. Bonjour. Je sais que vous êtes un peu timide, mais allez, détendez-vous. Tout ira bien. Donc, on va parler aujourd'hui de votre expérience personnelle dans la création de cette jeune start-up, Red Art. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une start-up qui regroupe les meilleurs artisans et artistes algériens de différentes wilayas. Ils exposent leurs produits dans une plateforme. On a différentes catégories. Il y a des artisans qui fabriquent des vêtements pour femmes, pour hommes, des poupées, des accessoires, des Donc Shahrazad est présente sur votre plateforme voilà, en fait. Voilà. C'est bien. Elle a une boutique en ligne. Et elle expose aussi leurs poupées et leurs produits. Et on les aide pour le marketing pour leurs produits. Très bien, donc voilà, c'est dit, voilà qui est dit, donc la naissance d'une nouvelle plateforme il y a 2 ans, donc l'aventure a démarré avec d'abord Reda en solo et puis après toute une start-up est née, des amis l'ont rejoint, aussi passionnés que lui, donc c'était il y a 2 ans. Voilà. C'est le Covid qui vous a motivé? Bon, ce qui m'a motivé, c'est les problèmes que les artisans ont souffert. Très bien. Alors, on a essayé de trouver des solutions pour eux, pour les aider, pour promouvoir notre culture algérienne, pour créer des solutions. Voilà. Vous avez le sens, on dira, des affaires, vous avez le sens du marketing, Reda. Voilà. Vous qui êtes étudiant en pharmacie à la base, donc rien à voir. Ce sont deux différents. Voilà. Pharmacie à un côté commerce, au côté médical. Voilà, puisque j'aime le domaine commercial. Durant mes années d'études, je travaille en freelance en e-commerce. كنت نجيب دي برودوي امبورتي جي نبيعهم وكل من بعد شفت باللي علاش لا لي برودوي الجيريان يسيو نبينوهم la culture تاعنا من خلال هذا لي برودوي تاعنا. Oui, voilà. Donc après une petite expérience en e-commerce, ça va. Vous vous êtes lancé dans cette aventure. Vous n'avez pas peur au début, vous vous êtes pas dit alors je vais réussir, est-ce que non, au début j'ai de communication, de marketing, puis j'ai fait une étude dans le marché. Au début, j'ai testé le projet. J'ai vu que les gens ont vraiment aimé le concept de notre projet. Voilà. Puis on a lancé des inscriptions. Puis on a réussi à avoir. Et la magie a opéré. Voilà. Les inscriptions sont lancées. Vous avez eu comme ça plein d'artisans. Aujourd'hui, vous en avez combien sur la plateforme? Plus de 300. Les meilleurs. On a reçu plusieurs inscriptions, puis on a sélectionné, puis l'artisan passe par une période de préparation pour apprendre les principaux du travail, la photographie, comment décrire le produit. Voilà, justement, apparaît à l'instant, justement, à l'image, voilà, cette répartition
par catégorie, par métier, par les différentes régions de l'Algérie. Chaque région a sa culture. Voilà, on a, comme j'ai dit, la période de préparation des artisans, apprendre comment la photographie, comment décrire le produit, comment choisir le prix, comment exposer le produit. Une photo surexposée ou mal présentée peut nuire à la commercialisation du produit. Il faut vraiment le mettre en valeur. Donc, on essaie de mieux présenter le produit algérien. Voilà, puis parce que donc, les artisans, ces formations, vous les faites comment? En présentiel non, ou à distance, des vidéos, des statuts, un groupe spécialisé qui regroupe les membres. Il y a un entraide entre les artisans, un échange d'informations, un échange d'expériences entre eux pour développer le produit algérien. Déjà pour eux, c'est important de se positionner. Ils voient ce qu'il y a réellement sur le marché, n'est-ce pas? Ils se motivent aussi parce que quand l'artisan travaille individuellement, il entraide, il y a des échanges d'expérience entre eux. Voilà. Et on les accompagne. Déjà, quand ils reçoivent des commandes, c'est un plaisir. Et justement, les affluent correctement, ça va, il y a des gens qui commandent sur votre plateforme. On a reçu des centaines de commandes parce qu'on a présenté que les meilleurs produits, les meilleurs services. On a aussi participé à des événements, à des compétitions, des défilés de mode, des expositions à différentes wilayas, à Alger, à Oran. On a organisé aussi à la fin d'octobre une exposition à Tlemcen. C'était très bien passé. Voilà, donc vous sortez de temps en temps de votre plateforme pour avoir comme ça un contact avec le public, avec les acquéreurs, avec justement les artisans aussi en présentiel. Exactement. Et c'est bien, c'est-à-dire que vous êtes vraiment un promoteur pour l'artisanat. Mais vous avez cité tout à l'heure deux mots-clés. Vous avez dit producteur et service. Donc je pense que dans la plateforme, on peut retrouver les deux aspects. Il y a des catégories où on trouve des produits, il y a des services. Les artisans, leur travail nécessite leur déplacement vers le client, le compteur, par exemple. Le photographe, le peintre, dans la plomberie, ça c'est les petits artisans de service. Quand je dis petits, non, ils sont grands, ils sont très sollicités. Certains services deviennent rares. Mais c'est bien qu'ils aient la visibilité, même pour le consommateur qui a besoin donc de solliciter d'un peintre ou il peut trouver ça sur votre plateforme. Selon la wilaya, il sélectionne le wilaya Tao, puis il cherche le service qu'il cherche. Il le trouve, il contacte soit directement, soit il nous contacte, par exemple, c'est la commande. Très bien, donc il y a d'abord ce relais, donc il passe par la centrale de Red Art, je répète un peu, et sinon il y a de la visibilité par rapport aux tarifs sur votre... il y a de la visibilité aussi, il y a de la transparence par rapport à ça. On mentionne, comme j'ai dit, dans la période de préparation, l'artisan comment choisir le prix, il mentionne les photos de produits, la description, le prix selon, par exemple, quand il y a des produits, le prix varie selon les mesures, selon le motif. Voilà, on mentionne. Très bien, et vous l'aidez, vous l'orientez aussi par rapport à ces aspects on les commerciaux. accompagne dès le début. Donc pour chaque élément, mais j'imagine maintenant vous en êtes à 300, il vous faut toute une équipe, on salue l'équipe qui est avec vous, donc ils sont nombreux. Oui, exactement. Les membres sont divisés par des catégories, par exemple une catégorie qui regroupe les couturières, les artistes, ils sont en contact entre eux. Donc vous avez créé plusieurs familles, plusieurs communautés. C'est tout à votre honneur, Reda Harrat. Donc, je rappelle que vous êtes cette locomotive qui a traîné derrière elle des jeunes aussi dynamiques. Je rappelle que vous êtes
seulement étudiant, Oui, voilà, vous interne en n'avez pas pharmacie. fini, vous êtes interne en pharmacie, ce qui ne vous a pas empêché de créer cette start-up et cette plateforme ô combien utile pour les artisans. Je rappelle qu'aujourd'hui, on célèbre la Journée nationale des artisans, donc voilà, opportunité est offerte à tous ceux qui nous suivent ce matin d'encourager cette main-d'œuvre ô combien précieuse, celle des artisans qui donnent des heures et des centaines d'heures de leur temps pour offrir des ouvrages d'une grande beauté. Merci à Merci Reda de leur beaucoup. donner cette Merci possibilité. pour l'invitation aussi. Et bravo, voilà, vous êtes un exemple Merci pour les jeunes de votre âge. Merci beaucoup, Reda Merci. Harrat. Merci à ceux qui nous suivent ce matin. Donc, je vous avais promis qu'on terminerait par une note de sport. Donc, c'est dans un tout petit instant avec Sid Ahmed Bouraïd qui se prépare déjà en coulisses avec nous. C'est pour tout de suite, mesdames, messieurs. Voilà, Sid Ahmed se bagarre avec sa chaise à l'instant, mais je pense qu'il a réussi à avoir le dessus. Bonjour Ahmed. Bonjour. Ça va? Il arrive, essaye les chaises nous effectivement. Mais bon, aujourd'hui, là, le sport, les gars, Sid Ahmed Bouraïd, on a oui. Décédé à l'âge de 64 ans, président de la Ligue d'Alger d'handisport. Il était aussi champion des et entraîneur d'un club de basketball en fauteuil roulant. Il était aussi consultant ici au Bonjour d'Algérie. Absolument, il occupait une place importante au sein de notre équipe. Nos condoléances à sa famille. Oui, toutes nos condoléances à tous ceux qui l'ont aimé comme nous. Vraiment, Mustafa nous a quittés, il nous a vraiment... Comme ça, discrètement, il a tiré sa révérence, on ne s'y attendait pas, Allah yarhamou. Donc, c'était un pionnier du handisport, effectivement. Donc, c'est un des pères fondateurs de cette mouvance qui n'existait pas il y a 20 ans. Qui n'existait pas. Maintenant, elle est vraiment là, puisqu'on l'a vu lors des derniers Jeux paralympiques avec ses médailles d'or et ses records du monde. Et c'est Mustafa Boufellah, ainsi que Omar j'ai oublié le nom, voilà. Mais ça va me revenir. Omar, oui, le pionnier, vraiment le créateur du mouvement, il s'appelait Aïdoud Omar, donc, qui était un ami très proche de Mustafa Boufellah. Donc voilà, ils nous ont permis d'avoir tous ces brillants athlètes à qui ils ont insufflé toute la confiance et vraiment l'honneur de faire du sport. Bon, alors on est sur une conférence de presse à présent. Oui, conférence de presse très importante. Du sélectionneur national Jamal Belmadi. Une conférence de presse d'avant-match, celui de Djibouti vendredi prochain. Alors, on va voir ce sujet. Plus de 2 ans après son sacre africain, la sélection nationale jouera à nouveau en terre égyptienne. Un très beau souvenir pour Jamal Belmadi et ses poulains. Ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs. Voilà. Tout le monde y trouve son compte là-dessus. Les joueurs sont heureux de faire ce déplacement. Malgré 4 défaites en autant de matchs, Djibouti reste un adversaire redoutable. Le sélectionneur national appréhende un sursaut d'orgueil d'une équipe qui n'a plus rien à perdre. C'est un déplacement avec un match où il y a 3 points à la clé. L'avant-dernier match de cette qualification de Coupe du Monde, certes, pas le meilleur adversaire,
on va dire pas l'adversaire le plus coriace. Je crois qu'il a 0 point dans le groupe. Donc c'est les faits c'est les chiffres qui parlent. Mais voilà, toujours avec le sérieux, l'envie de faire le métier, le boulot bien comme il faut. Et voilà, faire le plein de points de mon métier. Tout en assurant que les portes de la sélection restent ouvertes à ceux qui le méritent. Jamal Belmadi s'est déclaré ravi du retour du public. Donc le retour du public, ça Absolument. sera un match capital face au Burkina Faso. Le retour du public, ça nous fait plaisir. C'est très ça nous a important manqué. pour les joueurs. L'ambiance dans les stades, ça nous a C'est vraiment très important pour les joueurs, pour leur morale, ça booste effectivement. Et donc, on Ça rappelle sera le match face à Djibouti, c'est vendredi prochain. Le match face au Burkina Faso, ça sera au stade de Mustafa Tchaker, ça sera mardi prochain. Inch'Allah, on souhaite bon vent et bon Inch'Allah. courage et beaucoup de chance à notre équipe. Inch'Allah. Alors, on passe d'une sélection à une autre. La sélection a pris avec la liste du sélectionneur Majid Bouguera. 24 joueurs ont été retenus pour le stage prévu du 8 au 16 novembre à Dubaï. Un stage qui sera ponctué par 2 matchs amicaux face à la Nouvelle-Zélande le 12 et le Soudan du Sud le 15. Un stage de préparation pour la Coupe arabe de la FIFA qui a lieu en décembre au Qatar. On rappelle que l'Algérie est du Soudan, de l'Égypte et du Liban. Très bien. Voilà qui est sûr. Et donc, on passe en transition au badminton à présent. Ouais, on passe à l'omnisport maintenant. Ah, l'omnisport, oui, on appelle très bien. Alors le badminton, la sélection nationale de badminton et de para-badminton qui est en stage à Swidenia, l'équipe nationale de badminton qui prépare les championnats arabes et les para-badminton qui préparent l'Open international d'Ouganda. Alors on est allé à leur rencontre. Plus de détails dans ce reportage. Excellent. Après de belles performances au dernier championnat d'Afrique, les badistes se replongent dans le bain de la préparation. Après un arrêt forcé dû à la crise sanitaire, ils se sont tout de même classés deuxième au niveau africain. Le résultat du championnat d'Afrique كانت بوزيتيف تحصلنا بار ايكيب على ميداليه فضيه وفي المنافسه الانديفيديوال تحصلنا على ميداليه ذهبيه في الدوبل اوم دوبل ميكست اوسي تحصلنا على ميداليه ذهبيه وبرونزيه في فرد إناث وفضيه في دوبل دام. La préparation au centre de Swidenia passe dans de bonnes conditions. Au programme du bi quotidien pour être d'attaque lors des championnats arabes qui se profilent à l'horizon. On se prépare bien quand vous voyez ici. Et Inch'Allah, on aura alors cette fois-ci. رانا نطرينو صباح وعشيه وشامبيون عرب ان شاء الله نروحوا لو 11 نبداو لو 12 لو 15 ان شاء الله نديروا النتيجه اللي درناها في الشامبيون d'Afrique. L'équipe de para-badminton est aussi présente pour préparer l'international d'Ouganda. On a remarqué une chute, une baisse de forme chez nos athlètes. Et avec cette préparation, on n'estime pas avoir de bons résultats. Mais Inch'Allah, on fera de notre mieux pour avoir ce tournoi. التحضيرات دخلنا اليوم أول نوفمبر تربص مغلق مع الفريق الوطني ذوي الاحتياجات الخاصة وعندنا بطولة أوبن في أوغندا يوم نتنقلوا يوم 10. Des échéances où les badistes algériens espèrent briller. À toutes ces équipes de badminton. Bonne chance et on salue aussi cette belle performance au dernier championnat d'Afrique, deuxième, après 2 ans d'arrêt dû à la pandémie, reprendre en un laps de temps très court, faire une préparation et aller chercher cette deuxième place, c'est vraiment quelque chose à saluer. Ça veut dire qu'ils ils nous donneront encore un palmarès meilleur. On l'espère au championnat. On leur souhaite, en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite à tous ces athlètes. Donc parmi eux, justement, ceux qui sont dans le para-badminton,
Exactement. Et qui promettent aussi de donner peut-être des performances intéressantes. On espère, Inch'Allah. Et qu'en est-il du dernier, de la dernière séquence? Alors, on termine avec un portrait. Vous nous Alors, proposez. il s'appelle Bourakba Moumen. Il est vice-champion lors des derniers championnats arabes qui se sont déroulés en Tunisie. Il est spécialiste du lancer du disque. Il est aussi le détenteur du record d'Algérie avec un jet de 58 mètres. Alors, Linda Teboul est partie à sa rencontre et nous a fait ce portrait. بورقبة عبد المؤمن، اختصاص رمي القرص في العاب القوى. الرياضه هذه انا عندي مدرب تاعي في سطيف، في ولايه سطيف، ديك شافني انا قاعد هكا في السطاد نروح نلعب نقصر مناش، كي شافني قال لي فوالا تجي ترمي الديسك. ما نعرفوش انا الديسك هذا، ما نعرفش كيفاش داير كاع. علمني ورالي كيفاش نرمي، كيفاش لونسي، كيفاش ندخل السيركل، كيفاش كلشي الحمد لله. برومي كومبيتيسيون تاعي اون 2005 في بدايه ربحت انا شامبيون دالجيري. من هذاك الوقت بدا المشوار الرياضي تاعي. يعني اللي حفزوني كاين الوالد تاعي والام ديالي والعم ديالي ثاني ستان كونسون، ونشكر كاع كاين بوعلام فليحه، كاين حكيم تومي، كاين يحيى حاكم يحيوي، كاين ياسين لوعيل حد بريزيدون، وكاين صحابي هما اليوم نقصروا نضحكوا منا ونموتيفيو بعضنا بيزونطريمون. ستانات بيرفورمانس واش حنقولوا عليها، نعرفوا منه غير الخير، صافي بوطوم اللي نعرفوا، مشت منه غير الخير، نعرفوا قلبي. الله يبارك، العام اللي فات طلع في شامبيون عرب، شرف لنا البلاد والحمد لله. انا مؤمن نونطونيو كيف وباسكو هو يدير ديسك وانا ندير ديسك، الحمد لله مشت منه غير الخير، اشاك فوا يعطيني دي كونساي، وان شاء الله نتمنى له غير الخير. والعام اللي فات ربح في شامبيون داراب بصحته. نو سون فيغ دو توا مؤمن، وان شاء الله انا كي نوصل لاج تاعو نوصل كيما هو. الانسان كي نشوفك فاش خونا الكبير دائما يكونسينا، يدير لنا لومبيونس في الجروب، والله يبارك. العام اللي فات شرف البلاد، دار دوزيام بلاصه في العرب. المشوار تاعي تاع في رمي القرص، عندي 15 مره بطل جزائري، عندي رقم قياسي جزائري، رحت بطوله افريقيه عربيه، والحمد لله وفقني ربي، ربحت درت دوزيام شامبيون في تونس en 2020. pour l'instant ان شاء الله رانا نبريباريو شامبيونات افريقيا، البحر شامبيونات البحر الابيض المتوسط ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله نتيجه مشرفه للجزائر ان شاء الله. الظروف اللي رانا فيها واللي فتنا فيها مع كورونا منا، وكرا الحمد لله فتحونا الملعب، رانا ندبوا، رانا نطرينيو بيا منا، ما عندناش لي زوبستاكل كيما كنا عندنا لزوم، وباذن الله نتيجه مشرفه ان شاء الله. حاجه اللي نشكر الوالدين تاعي ونشكر المدرب تاعي، وان شاء الله الوالده تاعي ان شاء الله لها الشفاء، ونشكر كاع المدربين اللي وقفوا معايا وموتيفيوني بكلمه واحده. C'était là le portrait de Moumen Bourakba. Qui était en stage avec l'équipe nationale d'athlétisme qui prépare les championnats d'Afrique et bien sûr les Jeux méditerranéens. On est dans une année des Jeux méditerranéens qui se déroulent en Algérie. Tous les sportifs tous les espoirs sont permis. Exactement, se préparent et on espère qu'on aura bonne chance à tous et nos encore athlètes. une fois, donc, au nom de toute l'équipe, nos condoléances, sincères condoléances à la famille Bouf, la suite à la disparition de Mustapha, qui a lui transmis l'amour du sport
l'amour justement tout court à tout le monde. Donc, Allah yarhamou. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Je vous souhaite un moment avec la suite des programmes de Canal Algérie et bonne journée à tous. À très vite. Au revoir.